On vit un moment historique, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce n'est plus un outil cool. C'est en train de devenir une infrastructure mondiale, comme l'électricité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses énormes qui sont en train de se passer en même temps. Davos 2026. Pourquoi les vrais patrons du monde ne sont plus seulement les politiques, mais les géants de la tech. Le vibe coding, une idée qui peut balayer des métiers entiers, même chez les développeurs. Et surtout, OpenAI prépare un boîtier physique, un corps pour ChatGPT. Un objet qu'on pourrait porter sur soi. Mais attention, derrière le spectacle, il y a une vraie question de fond. Qui va contrôler ces autoroutes de l'IA? Et demain, est-ce qu'on contrôlera encore notre réalité, ou est-ce qu'elle sera analysée en permanence autour de nous? Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les annonces, les rumeurs, les promesses, alors tu es au bon endroit. Moi c'est Ferdinand, bienvenue sur Expertise AI. Mets un like, abonne-toi, partage cette vidéo, parce qu'après ça, tu ne verras plus l'IA de la même manière. Allez, on plonge. L'intelligence artificielle, on en parle tellement que ça devient presque un bruit de fond. C'est vrai. Sauf que, voilà, ce n'est plus de la science-fiction. Ça redessine notre monde là maintenant. Absolument. Et là, on a sur la table une source. C'est une retranscription d'émissions qui part un peu dans tous les sens. On y parle du forum de Davos 2026, des projets secrets d'Apple, d'OpenAI. Des innovations médicales aussi. C'est un vrai sac de nœuds. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça. C'est ça. Pas juste lister les annonces, mais vraiment essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce que ça signifie pour le travail, pour la technologie. Et même pour la souveraineté des pays, j'ai vu ça. Voilà. On va essayer de connecter un peu les points. Allez, on plonge. On commence par Davos, le Forum économique mondial. D'habitude, on s'imagine des banquiers centraux, des discussions sur l'inflation. Mhm. Mais là, le document est formel. Les vraies stars cette année, c'était les patrons de la tech. Nvidia, Microsoft, OpenAI. L'IA était vraiment sur toutes les lèvres. C'était même obsessionnel, d'après ce qu'on lit. Et au milieu de tout ce bruit, on peut quand même voir 3 idées, 3 tendances fortes qui se dégagent. D'accord? La première, c'est un changement de perception radical. L'IA n'est plus vue comme un simple logiciel. On la voit maintenant comme une infrastructure. Une infrastructure. Oui, c'est la vision de Jensen Huang, le patron d'NVIDIA. Il a une comparaison qui est très très parlante. Pour lui, l'IA, c'est comme l'électricité ou les télécoms. Ah oui, d'accord. Comme un réseau électrique, en fait. Ses données, sa langue, sa culture, pour lui, c'est une nouvelle ressource naturelle. Et on ne peut pas dépendre des autres pour un truc aussi fondamental. C'est une déclaration très politique, en fait. Ok, l'image de l'électricité est forte. Mais est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, L'électricité, ça marche à chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur. L'IA, d'après une étude de PwC, citée dans nos notes, plus de la moitié des entreprises n'y voient encore aucun gain mesurable. c'est une excellente question. On n'est pas en train de construire des autoroutes pour des voitures qui ne sont pas encore tout à fait fiables. Et ça nous amène directement à la deuxième grande tendance de Davos. C'est Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a vraiment martelé ce point. D'accord. Il a dit en gros, si on ne prouve pas très très vite que l'IA change concrètement la vie des gens en mieux, tout cet enthousiasme va s'effondrer. Comme un soufflet. Voilà, c'est ça. La promesse ne suffit plus. Il faut des résultats. On est pile à ce moment charnière où la technologie doit prouver son utilité sociale. Donc d'un côté, on a la course pour construire les autoroutes de l'IA, et de l'autre, l'urgence de montrer qu'elle mène quelque part. Et j'imagine que la troisième tendance, c'est qui va posséder ces autoroutes. C'est exactement ça. Le débat a complètement basculé dans la géopolitique. Ce n'est plus un sujet pour les ingénieurs. C'est un enjeu de puissance. C'est devenu un enjeu de puissance, oui. La question à Davos, ce n'était plus si l'IA allait changer le monde, mais qui allait la contrôler? Qui va écrire les règles du jeu? Et là-dessus, les visions du futur sont, disons, assez contrastées. Le document met en avant 2 prédictions qui s'opposent vraiment. D'un côté, on a l'optimisme quasi messianique d'Elon Musk. Ah oui, lui, il parle d'une ère d'abondance incroyable pour tous. Sa vision, c'est un monde avec plus de robots que d'humains, où chacun aurait son robot assistant. Pour s'occuper des enfants, des parents. C'est ça. Et au milieu de tout ça, il lâche sa petite bombe habituelle. Il prédit l'arrivée d'une AGI, une IA plus intelligente que n'importe quel humain, pour fin 2026, peut-être 2027. L'utopie, en somme. Et à l'autre bout du spectre, on a une vision beaucoup plus angoissante. Oui, celle de Dario Amodei, le patron d'Anthropic. C'est ça. Et lui, il ne parle pas d'un futur lointain. Il parle d'une transformation radicale du marché du travail d'ici 1 an, 2 ans, maximum. Si vite que ça? Oui.
Il pense que le changement va être tellement brutal qu'on n'aura juste pas le temps de s'adapter. Et il donne un exemple qui fait assez froid dans le dos, le vibe coding. Le vibe coding? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Selon lui, d'ici très peu de temps, les développeurs n'écriront plus une seule ligne de code. Plus du tout. Non. Ils se contenteront de décrire à une IA l'ambiance, le vibe du programme qu'ils veulent, et l'IA générera tout le code. C'est la redéfinition complète d'un métier entier, en quelques mois. C'est fou! J'imagine le développeur qui a passé 10 ans à maîtriser un langage hyper complexe. C'est comme dire à un grand chef d'arrêter de cuisiner et de juste décrire des plats à un micro-ondes intelligent. C'est une bonne image. Ça doit être fascinant et terrifiant à la fois. C'est ça. Et c'est là qu'il faut apporter une nuance que la retranscription met bien en avant d'ailleurs. On a tendance à voir ça de façon binaire, le remplacement pur et simple. Mais un autre exemple de Jensen Huang, encore lui, montre que c'est plus compliqué. Il parle des radiologues aux États-Unis. Tout le monde disait qu'ils allaient disparaître à cause des IA qui lisent les scanners. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'inverse total. L'IA a permis de traiter beaucoup plus de patients, beaucoup plus vite. Ah oui. Résultat, le besoin a augmenté et le nombre de radiologues a augmenté pour superviser les machines et gérer les cas les plus complexes. Donc l'IA n'a pas remplacé le radiologue. Transformer son métier, elle a augmenté ses capacités. Le futur du travail, ce n'est peut-être pas la disparition, mais une reconfiguration profonde. D'accord. Donc après la grande stratégie de Davos, voyons comment cette IA va s'incarner concrètement dans nos vies. Les sources parlent de projets pour lui donner un corps. On commence par Apple. Et ses rumeurs habituelles. Oui, comme d'habitude. On parle d'une sorte de broche connectée, un petit assistant qu'on porterait sur soi, une espèce de Siri sous stéroïde, qui serait remusclé grâce à la technologie de Google, Gemini. C'est ça. Une broche, ça me rappelle furieusement l'AI Pin, le gadget qui a fait un flop monumental il n'y a pas si longtemps. On ne nous ressort pas la même idée? C'est la crainte, oui. Et le document est clair. Pour l'instant, chez Apple, ça reste du domaine du fantasme. D'accord. Par contre, le projet d'OpenAI, lui, il semble beaucoup plus avancé. Il a un nom de code, SweetSpay, et il est développé avec une pointure. Ah oui. Johnny Ive, le designer historique d'Apple. Ah, quand Johnny Ive est dans le coup, c'est que c'est du sérieux. Et ça ressemblerait à quoi? Alors, les fuites décrivent un objet assez étrange. Un boîtier principal en forme d'œuf. En forme d'œuf? Oui, qu'on garderait dans sa poche. Et cet œuf contiendrait 2 petites capsules, des sortes d'écouteurs presque invisibles à fixer derrière les oreilles. Attends, un œuf dans la poche et des capsules derrière les oreilles. C'est ce qui est décrit. Et le tout fonctionnerait sans smartphone. Une sortie serait même envisagée pour septembre 2026. J'ai du mal à imaginer le grand public adopter un truc pareil. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec un objet aussi bizarre? En fait, c'est une tentative de donner un corps à ChatGPT. Et si on prend un peu de recul, c'est un pari stratégique vital pour OpenAI. Pourquoi vital? Contrairement à Apple avec l'iPhone ou Google avec Android, OpenAI n'a aucune plateforme matérielle. Zéro. Ah oui, c'est vrai, ils sont dépendants des autres. Complètement. Ils sont à la merci du bon vouloir de leurs concurrents pour exister sur nos appareils. Donc c'est une tentative de s'émanciper. De créer leur propre écosystème. Mais c'est un pari incroyablement risqué, non? Se battre contre Apple sur le terrain du hardware, c'est un peu un signe de panique, une peur d'être à la merci de la prochaine mise au jour d'iOS. C'est exactement ça. C'est un pari fou, mais qui montre à quel point ils se sentent vulnérables. Créer son hardware, c'est contrôler son destin. Et développer son hardware, ça doit coûter une fortune. Déjà que faire tourner leur serveur leur coûte un bras, c'est clair. Comment ils comptent financer tout ça? La version payante ne peut pas suffire. Effectivement, et c'est pour ça que le mot « publicité » commence à apparaître officiellement. La retranscription détaille leur plan. Alors? La pub va arriver dans ChatGPT, mais pas pour tout le monde. Seuls les utilisateurs de la version gratuite et d'un nouveau forfait d'entrée à gamme à 8$ seront concernés. Donc les abonnements plus chers restent sans pub. Voilà. Et ce sera comment? Des pubs qui s'insèrent dans les réponses de l'IA? Non, ils insistent bien là-dessus. Le contenu des réponses ne sera pas modifié. Ce seront des bandeaux publicitaires, clairement identifiés, comme sur un site web. D'accord. Le ciblage sera purement contextuel. L'exemple est simple, on cherche des conseils pour une machine à laver, on verra des pubs pour des machines à laver. Juste démentiel. Ce n'est pas un peu un pansement sur une hémorragie, ça? C'est la grande question que le document soulève. Même avec ça, personne n'est certain que ça suffira à rendre OpenAI rentable. Leur modèle économique reste un immense point d'interrogation. Ok, on a beaucoup parlé gros sous, géopolitique, mais ce qui ressort aussi de nos notes, c'est que l'IA peut avoir un impact humain
incroyable, loin de tout ça. Il y a cet exemple d'un labo français qui est assez bouleversant. Oui, le projet Invincible Voice du laboratoire Kyotai, il s'attaque à une maladie terrible, la maladie de Charcot, la SLA. La maladie de Stephen Hawking? C'est ça. Une maladie qui paralyse les muscles jusqu'à priver les patients de la parole. Jusqu'à présent, la solution, c'était souvent une voix robotique, synthétique. Froide, impersonnelle. Voilà. Et ce que Kyotai a développé, c'est une IA capable de reconstruire la voix unique d'un patient à partir de quelques secondes d'un vieil enregistrement. Ça permet à la personne de continuer à communiquer. Avec sa propre voix. Avec son propre timbre, ses propres intonations. C'est incroyable. Là, on n'est plus dans l'optimisation, on est dans la restitution de la dignité, en fait. Et le fait qu'ils aient mis ça en open source, c'est un signal fort, non? C'est un choix philosophique majeur. Au lieu de breveter et de vendre leur technologie, ils l'offrent à la communauté. L'idée, c'est que des chercheurs du monde entier puissent s'en emparer, l'améliorer et peut-être l'adapter à d'autres troubles du langage. C'est une vision de la tech comme un bien commun. Cette idée de collaboration ouverte, c'est magnifique, mais ça se heurte à une réalité beaucoup plus dure, la guerre technologique mondiale. Et l'Europe, justement, semble vouloir durcir le ton. Oui, on change complètement d'échelle. Un des points saillants du document, c'est la décision de l'Union européenne de vouloir bannir les équipementiers de télécom chinois comme Huawei et ZTE. De tous les réseaux européens? Oui, d'ici 3 ans. Les raisons sont sécuritaires. La peur du piratage, de l'espionnage, des pressions politiques. Facile à dire, mais comment on fait concrètement? On nous dit que des pays comme l'Allemagne ou l'Italie dépendent à plus de 50% de ce matériel. Remplacer tout ça, l'estimation, c'est 200 milliards d'euros. C'est colossal. Et en plus, le matériel chinois est bon et pas cher. C'est un vrai casse-tête. C'est le dilemme européen par excellence. Payer un prix exorbitant pour la souveraineté ou rester dépendant d'une technologie qu'on juge risquée. Il n'y a pas de solution parfaite. Mais, face à ça, l'Europe essaie de construire sa propre force. C'est là qu'intervient le projet de supercalculateur. Alice Recook. Exactement. Un supercalculateur en construction en France qui sera le plus puissant d'Europe. Pour donner une idée, il sera capable de faire plus d'1 milliard d'opérations par seconde. C'est un monstre. Un monstre de calcul, oui. Et il servira à quoi concrètement? À 2 choses principales. D'abord, de la simulation scientifique de pointe. Le climat, la médecine, les nouveaux matériaux. Et deuxièmement, et c'est crucial pour notre sujet, à entraîner les grands modèles d'IA européens. Pour ne pas dépendre des Américains. Voilà, c'est un outil de souveraineté. Mais, il y a un mais. Un paradoxe assez énorme, non? On construit un supercalculateur pour la souveraineté européenne, sauf que le moteur, les puces graphiques, les fameuses GPU, elles sont fournies par l'américain AMD. C'est vrai. On ne fait que déplacer la dépendance. C'est une excellente remarque. Et ça pose la question de ce qu'est la souveraineté aujourd'hui. La retranscription explique bien que la souveraineté ne se joue pas que sur le processeur. L'Europe maîtrise d'autres briques technologiques qui sont tout aussi critiques. Comme quoi? Par exemple, le réseau qui fait communiquer les puces entre elles à une vitesse folle, qui est développé par l'entreprise française Eviden, ou le système de refroidissement liquide, une autre expertise française de Bull. La souveraineté aujourd'hui, c'est peut-être moins de tout faire soi-même que de maîtriser des maillons stratégiques de la chaîne. Bon, si on essaye de mettre un peu d'ordre dans tout ça, on voit une IA qui devient une infrastructure mondiale, presque un service public. Elle est tiraillée entre une promesse d'abondance et la peur très concrète d'une disruption massive de l'emploi. C'est ça. Et pendant ce temps, tout le monde se bat pour lui donner un corps physique et contrôler les tuyaux sur lesquels elle circule. Ce qui est fascinant, c'est la double dynamique qu'on voit. D'un côté, une course à la puissance brute, quasi abstraite avec ses supercalculateurs hexascales enfermés dans des bunkers. Une centralisation extrême. Exactement. Et de l'autre, à l'opposé, l'émergence d'une IA physique, de petits modèles qu'on embarque dans des objets du quotidien, des lunettes, des broches, ces fameuses capsules. La puissance est à la fois ultra centralisée et de plus en plus distribuée autour de nous. Et ça me laisse avec une question qui me trotte dans la tête. Jusqu'ici, le grand débat, c'était qui contrôle nos données personnelles stockées dans le cloud? Mais si demain, comme le suggèrent ces projets, l'IA est dans nos lunettes, dans des robots qui nous entourent, filmant et analysant notre environnement en permanence, la vraie question, ce n'est plus qui contrôle nos données, mais qui contrôle notre réalité physique. C'est une bonne question. Qui analyse nos gestes, nos conversations au café, nos interactions en temps réel. C'est peut-être ça, le prochain grand débat qui nous attend. On a commencé cette vidéo avec une idée simple. L'IA n'est plus un bruit de fond. Et maintenant tu l'as vu, ce n'est plus juste un logiciel, c'est une infrastructure, comme l'électricité.
Tu l'as vu aussi, le vibe coding peut retourner des métiers entiers, pas dans 10 ans, dans 1 à 2 ans. Et surtout, ce qui arrive, c'est l'IA qui prend un corps, un boîtier, des capsules, un assistant qui t'accompagne, sans smartphone. Alors la vraie question n'est plus, est-ce que l'IA va changer le monde? La vraie question, c'est, qui contrôle les autoroutes de l'IA? Et demain, qui contrôlera notre réalité physique quand tout sera analysé en permanence autour de nous? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus d'un outil. On parle d'un pouvoir. Et la question que je te laisse, elle est directe. Dans ce futur-là, tu veux être spectateur ou acteur? Si tu choisis d'être acteur, abonne-toi à Expertise AI. Like et partage cette vidéo. Et surtout, écris en commentaire IA égale outil ou IA égale pouvoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et crois-moi, ce qui arrive ensuite est encore plus grand.